Alors, ça démarre du même pasouk. Après, j'espère que... Vaïvater Yaakov Levado. Donc, Yaakov est resté seul. Vaïavek Ishimo. Il s'est battu avec un homme. Adalot HaShachar jusqu'au matin. Toute l'histoire d'Israël, elle est résumée là. À cause de la machine. J'ai compris. Donc, quand on parle ici de la solitude de Yaakov, Yaakov s'est retrouvé seul. Et après, il s'est battu. Alors, on dit que le Chaim Akadosh, c'est quoi? C'est qui ce Ish là? Avec qui il s'est battu? Vous en avez parlé aussi de ça? L'ange de Esav. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Et que le mauvais penchant, il est à l'intérieur de la personne. Donc, Yaakov, pendant toute la nuit, s'est battu avec lui-même. Maintenant, à chaque fois qu'on va rencontrer un conflit dans la vie, nous, on croit toujours qu'on se bat avec l'autre. En vérité, on se bat avec le nous-mêmes qui est mis en relief par l'autre. Vous me suivez ou... D'accord? L'autre, il va me vexer, par exemple. Alors moi, je crois que l'autre m'agresse. En vérité, c'est faux. C'est ma susceptibilité qui est agressée. Donc moi, je dois me battre avec ma susceptibilité. L'autre, il me demande un service. Donc moi, je dois me battre avec ma radinerie. D'accord? Donc nous, on croit qu'on se bagarre avec l'autre. Mais l'autre, c'est juste une opportunité d'avoir un rendez-vous avec soi-même. Après, est-ce qu'on veut aller au rendez-vous? Maintenant, c'est très pratique qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parce que l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut dire toujours que c'est à cause de l'autre. Sinon, quel intérêt qu'il y ait un autre? Ouais. Donc, mais si on dit le contraire, qu'ici c'est marqué, il va taire l'évado, il est resté seul. Alors comment je peux être seul en présence de quelqu'un d'autre? Donc en fait, je suis toujours seul. Maintenant, pas la solitude de la névrose de la solitude. Ouais. Non, la solitude que la personne est singulière. Je suis singulier, je suis un. Donc maintenant, je ne dois pas avoir un malaise d'être avec moi-même. Normalement, c'est pas ennuyeux d'être avec soi-même, puisqu'il y a déjà quelqu'un, il y a déjà moi. Ça va? Le problème, c'est que quand je suis là et qu'il n'y a personne, ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas si vous... Voilà, d'accord? C'est pour ça que j'ai dit 1 million de fois que le mot personne, il veut dire personne et personne. Donc, on ne peut pas exiger le respect qui est dû à la personne si, au fond, on pense qu'on est personne. Donc, il faut que je me débrouille très, très vite pour devenir quelqu'un. Ouais, quelqu'un, et un, c'est unique. Sinon, je vais être quelqu'onque, et onque, c'est autre chose. D'accord? Donc, quand la personne, elle va développer le... C'est... Non. Quand elle va développer... j'attends toujours qu'un linguiste me dise, mais non, pas quelconque, ça s'écrit pas comme ça, je sais pas, j'entends pas, bon, c'est pas grave. Donc, quelqu'un, oui, donc qu'en vérité, l'homme, il est l'évado, l'homme est seul, et c'est pas grave, ouais, je suis bien. Ah, maintenant, on n'exclut pas la sociabilité, on n'exclut pas la famille, on n'exclut pas la tribu, on n'exclut pas l'ambiance, mais ça reste un plus. Et le plus, c'est bien, comme un gâteau, c'est un gâteau. Tu peux mettre de la crème, tu peux mettre des fruits, tu peux mettre du chocolat, mais c'est un gâteau, il y a déjà un gâteau, ouais. Donc c'est pareil, toi, tu es une personne et ta femme, c'est la cerise sur le gâteau, d'accord? Donc c'est ça la logique. C'est pareil, maintenant tu t'épanouis au niveau professionnel, mais tu n'es pas la personne du travail, tu es une personne qui travaille. Vous me suivez? Ou tu épouses quelqu'un, tu dis pas qu'est-ce qu'elle m'apporte. Non, parce que non, ça c'est un prud'homme qu'il faut aller voir, d'accord? C'est pas un shalom bayit. Donc toi, tu es là pour elle, elle est là pour toi, ça se passe très bien. Mais si tu es dans une logique d'attente et d'exigence et d'insatisfaction, tu commences à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que parce que tu penses que l'autre, elle est là pour être utilisée par toi, soit tu penses que toi, tu vas t'annihiler pour que l'autre existe. Du coup, dans les deux cas, il y en a un des deux qui disparaît. On veut pas, on veut deux personnes. Donc le badaud, c'est pas quelqu'un qui se promène sans but précis. Le badaud. Bon, c'est pas... Non, c'est l'évado, c'est qu'il est seul. Mais pas, encore une fois, dans une solitude angoissée. Une solitude normale, que c'est la vie, tout va bien. La preuve, c'est que dans le moment crucial, quand tu vas prendre une décision, tu es seul. Tu dis à tout le monde, allez, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, mais c'est quand même toi qui vas décider. Devant la maladie, on est seul. C'est rare qu'on peut dire à chacun, bon, chacun prend un petit bout de mon cancer. Non, ben non, Marlez-nous, simsilez-nous. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on est seul. Même dans la richesse, au fond. Après, tu as beaucoup d'argent, tu as plein de gens qui tournent autour. Mais c'est des grands moments de solitude. Parce qu'ils sont là pour ton argent, ils ne sont pas pour toi. D'accord?
Donc c'est quoi l'idée? Pareil, on fait une famille, un jour il se marie, il part de la maison, l'autre il meurt, on reste seul. C'est pas assez. Encore une fois, c'est comment on est bien seul, on est bien avec l'autre. Ben, quand on est mal seul, c'est pas dit qu'on va être bien avec l'autre. Parce que déjà on est mal seul. Vous me suivez ou... Ah mais je m'en vais rarement en cours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut comprendre la nature de la solitude ici de Yaakov. Alors il y a un Or Gedaliahu, très très intéressant. Il dit un truc incroyable. Il met en comparaison ce Levado là, seul, avec un autre Levado, quand c'est marqué dans le pasuk Venizgav Hashem Levado Bayomahu. C'est marqué à propos de l'époque de Mashiach, que Hashem se tiendra seul ce jour-là. On parle de quoi? Il dit le Midrash, on parle après que tout le monde est mort. Parce qu'à la fin des temps, tout le monde meurt. Et après, il y a la résurrection des morts. Voilà. Maintenant, avant la résurrection des morts, tout le monde est mort. Donc Hachem est seul. Ouais. Il dit le Midrash, de la même manière qu'ici, c'est marqué Vater Yaakov Levado. Ouais. Là-bas aussi, Kinisgav Hachem Levado. Alors il dit le Or Gedaliahu, mais c'est violent. Hein. Vous êtes bien là où... D'accord. Il dit que, en fait, de la même manière que là-bas, Hachem est seul sans l'homme, puisqu'il n'y a plus d'homme, ici, Yaakov était seul sans Hachem. Alors tu dis, mais c'est pas possible qu'on soit sans Hachem, parce qu'Hachem il est partout, parce qu'Hachem il est tout, parce que Hachem c'est l'espace, Hachem c'est le temps, Hachem il est en moi, dans ma neshama, s'il n'était pas là, je serais déjà mort. Parce que ça voudrait dire que la neshama m'a quitté. Donc ça veut dire quoi? Qu'Hachem il est seul sans Hachem, que l'homme il est seul sans Hachem. Alors il faut savoir, et ça c'est un autre commentaire qui s'appelle le Akedat Yitzhak, qui dit à propos justement du sacrifice d'Yitzhak, que quand Yaakov, Avraham Avinu, il était mis à l'épreuve, donc il devait partir avec son fils pour sacrifier son fils, et son fils pourrait être sacrifié. D'accord? Et là-bas, c'est marqué Vayar et Makom mirachok. Il a vu l'endroit de loin. Mais le Midrash, il dit Makom là-bas, c'est pas l'endroit, c'est Hachem. Vayar et Makom mirachok, ça veut dire qu'il a vu chez Hachem mitrachek. Il a vu qu'Hachem s'est éloigné. Et cette logique, c'est quoi? C'est que pourquoi, quand on est dans une épreuve, en fin de compte, le stress qu'on a, l'angoisse qu'on a, c'est la distance qu'Hachem prend avec nous. Maintenant que nous, on se sent seul de dire « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Ou alors que réellement Hachem s'éloigne, mais dans les deux cas, il y a une espèce de détresse. Maintenant, je sais ce que vous allez dire, mais si Hachem, il est intimement présent à chaque instant, d'accord, de toute ma vie, il gère l'univers, il gère ma vie, il gère pour trouver une place de parking, et il gère le développement de la maladie et l'avènement de la santé, pourquoi juste au moment de l'épreuve il me quitte? Mais c'est là que j'ai besoin de lui, qu'il soit un peu moins présent en Amazonie, d'accord, pour gérer le nombre de manques. De toute façon tout le monde s'en fiche, ça manque à personne en fait. Ouais. Et pourquoi il va pas être un peu plus présent dans ma vie à moi? Elle dit non, au moment de l'épreuve il te quitte. Est-ce que quelqu'un vous a prévenu que les cours particuliers c'est 12 000 euros? Non, je rigole, c'est beaucoup plus cher. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Non, comme je suis en improvisation possible, je ne peux pas rentrer dans les dialogues, parce que débat, déo, on n'arrivera pas. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, c'est ça, on veut comprendre cette nature de solitude. Ouais. Alors, l'idée, c'est ça. C'est que, quand tu vas apprendre à faire du vélo à ta fille, tu la mets sur un vélo, tu te mets derrière, tu tiens la selle, et tu mets la main sur l'épaule. Et tu dis, vas-y ma fille, pédale. Papa, tu me lèches pas. Bien sûr, ma fille, mais je suis ton père. Oh, attention, je vais tomber, je vais m'écorcher les mains et les pieds. Je suis ton père. Alors tu pédales. Après, tu y vas. Mais ça pédale de plus en plus vite. Et moi, je cours à côté. Je suis avec toi, je suis avec toi. Papa, tu es avec moi. Papa, tu me lâches pas. Bien sûr, ma fille, je te lâche pas. Après, tu dis, bon, écoute, chérie, j'enlève la main de l'épaule parce que c'est difficile pour moi, parce que de courir avec la main comme ça, mais je garde la main sur la selle. Papa, tu me lâches pas. Hein. Je te fais confiance. Bien sûr, ma fille, je te fais confiance. Après, j'enlève la main, je lui dis pas. J'enlève la main de la selle et je continue à courir. Bah, tu vois, je suis avec toi. Bah, tu arrives, c'est super et tout. Puis après, je m'arrête. Et puis je dis, oui, je suis avec toi. Je suis encore là. Et toi, tu as appris à pédaler. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que je te lâche. Voilà. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que. Pour ça que le Hakadat Yitzhak, il explique, il dit qu'un homme, il acquiert de la connaissance, il étudie la Torah, il développe la crainte d'Hachem. Mais après, qu'est-ce qui va cristalliser que cette connaissance et cette crainte, elle se fixe en toi? C'est l'épreuve. C'est pareil, tu as appris les maths, et tu t'es conditionné pour les maths, et tu as pris ton phosphore, et tu as pris ton ginseng. Mais quand tu arrives devant l'examen, il y a une feuille, un stylo et toi.
Tu dis où ils sont les copains, l'ambiance, ma mère, le shror. Il n'y a pas. C'est toi, la feuille et le stylo. Et là, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer non pas ce que tu sais, parce que ça, ce que tu sais, on le sait déjà, grâce au contrôle continu. On va mesurer ce que tu es devenu grâce à ce que tu as appris. C'est ça que ça s'appelle exam. Exam, ça fait sortir l'âme. Exam. La neshama, elle va te quitter. Ça veut dire que c'est le meilleur de toi qui va arriver là sur la feuille. Après, tu peux dire les circonstances, j'ai été stressé, l'examinateur est un nazi. Non, tu étais dans une salle d'examen et il y a une feuille, un stylo et toi, et vas-y. Donc la feuille, c'est la vie. Les stylos, c'est ton mode de réalisation et toi. Donc sur la feuille de la vie, il y a ce que t'es. Tu dis, ouais, mais ça ne représente pas vraiment. Ben oui, mais c'est toi qui l'as écrit. Tu dis, ouais, mais j'aurais voulu que ça soit plus... Ben fais-le. Ah ben j'y arrive pas. Qu'est-ce que je te dis? J'ai que ça. Ce que tu me donnes, je l'ai. Voilà. Tu me dis que tu m'aimes et tu me frappes. Moi, je regarde ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis. Après, tu me dis que tu es honnête, tu voles. Tu dis, oui, mais j'ai des circonstances. Ok. Même les nazis, ils ont légitimé. D'accord. Mais moi, je vois ce que je vois. Je vois que tu m'as volé. Oui, mais j'avais des problèmes, j'avais des soucis. Vous allez me dire, écoute, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Ne me dis pas, j'ai volé quand je t'attrape. Comme si ta conscience, elle était dans le coma, et que moi, le fait que je t'ai mis en situation, tu étais obligé de dire la vérité. Alors que moi, je croyais qu'on était des amis, des frères, des parents. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que le Levado, ici, que Yaakov, il est sans Hachem, d'accord? Ça veut dire qu'au moment de l'épreuve, la personne, elle est face à elle-même. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'est la seule manière de catalyser. C'est la seule manière d'imprimer. Ouais, c'est comme le fer rouge, tu le fais chauffer, et puis tu fais pshhh, ça rentre dans la chair. Tu dis, mais ça fait mal. Et c'est comme ça. Eux, ils disent, ceux qui ne me tuent pas me rendent plus fort. Bon, mais ça veut dire que tu es passé à côté de la mort. D'accord? L'autre, il a gagné 150 millions d'euros cette année. Mais tu sais ce qu'il a pris comme stress au niveau du business? Alors que toi, Blainara, tu as pris tes 483 euros de RSA, mais tu n'as pas de stress. Tu es détente, tu te lèves à l'heure que tu veux. C'est logique. Tu dis, ah ouais, mais pourquoi il prend tellement? C'est pas normal qu'il y ait tellement d'inégalités. Bah vas-y, mets un gilet jaune, je sais pas, fais quelque chose. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle a pris plus de risques, elle a reçu plus. D'accord? L'autre, il va épouser une femme superbe. Il faut que tu sois super. Ah non, écoute, moi j'ai besoin juste de fantasmer, j'ai pas besoin d'être à la hauteur. Mais ça marchera pas, parce que l'autre, au bout d'un moment, va se rendre compte. Donc ça marche pas non plus. Tu veux des enfants, tu es obligé d'être parent. Ouais, mais te rends compte, c'est continuellement, c'est un défi. Ben oui, mais c'est ça les enfants. Les enfants, c'est les seules personnes qui t'obligent à devenir adulte. Donc c'est bien, de l'autre côté. Parce que si tu le prends bien, ça devient un tremplin. Et si tu le prends mal, ça devient une névrose. C'est toi qui décides, en fin de compte. Ouais. Est-ce que les défis te font garçon? Les défis. D'accord. Ou les défis te font grandir. Ouais, ou les défis te font tomber. Je sais, vous allez dire, bon, c'est un peu noir et blanc. Je peux compliquer, mais ça ne change pas la question. Parce que les gens, ils pensent que le compliqué est plus intelligent. Parce que comme ils ne comprennent rien, donc ils disent, ça doit être un truc important, parce que j'ai rien compris. Ouais. Non, au contraire, il faut simplifier, il faut clarifier. Il ne faut pas avoir peur de la clarté. Au pire, c'est vrai. C'est très bon. Hein, vous faites ça souvent? Je ne mets jamais de lait, moi. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la solitude de Yaakov Avinu, ouais, elle était nécessaire. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, puisque tout ce qui s'est passé avec les Havot, ça se passe avec les enfants, d'accord? Et que Yaakov, il est seul, parce que aussi, Israël, il est seul au milieu des nations. Ça, ils sont en train de se battre. Pourquoi l'ONU? Pourquoi les positions? Pourquoi la guerre? Pourquoi la haine? Pourquoi l'antisémitisme? Mais on est seul. Tu montes, tu descends, maintenant tu peux faire des manifs, tu peux t'offusquer, tu peux te prendre la tête. Mais tu n'as pas compris, c'est notre destin. C'est notre destin d'être seul. Ouais.
Donc on vaut mieux qu'on arrive à vivre avec. Tu dis non, mais les amitiés entre les peuples et l'amour, mais tu t'en sortiras jamais. Parce que quand on est bien avec les peuples, on s'assimile, du coup on disparaît. Quand on est mal avec les peuples, on s'assume, on grandit. Donc comment on va faire? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des amitiés dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont au détriment de ton essence. Après, comment tu vas faire? Tu veux monter, l'autre il te dit ah c'est déjà pas mal. Tu veux grandir, l'autre il te dit ah faut pas exagérer. Après tu veux montrer ta différence, il te dit ouais mais pourquoi t'es différent? Alors c'est terminé alors. Alors on va faire du mondialisme, d'accord? Tous la même bouteille de coca, le même jean, déchiré au même endroit, écouter la même musique, manger de la même façon, penser de la même manière, voir les mêmes films. Ça c'est l'usine à fabriquer des abrutis. On peut pas. Au contraire, le monde il a été créé pour que chacun apporte, on fait une seule école pour que chaque élève il amène sa partie personnelle. Mais si on fabrique des bouteilles de Contrex, ça s'appelle une usine, ça s'appelle pas une école. C'est pareil une famille. Une famille, elle est très unie pour que chaque membre de la famille donne à chacun la capacité de donner le meilleur de lui-même. Mais si tu dis attention, hein, tout le monde est pareil, tout le monde au garde à vous. C'est pas une famille, ça s'appelle un régiment. Non. Donc c'est ça le paradoxe. C'est qu'on doit faire un système au service de chaque individu. Alors qu'on aurait voulu faire un système au service du système. Tu peux faire un système au service du système. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'individus. D'accord? Vous me suivez ou non? Où tu fais un individu au service de l'individu. Chacun pense à lui. Ça s'appelle la consommation. Donc le système au service du système, ça s'appelle le communisme. D'accord? Et l'individu au service de l'individu, ça s'appelle le capitalisme. Il n'y en a aucun des deux qui marche. D'accord? Le communiste, il prend de la vodka. Le capitaliste, il prend de la coke. Bon, parce qu'il a les moyens. Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire au milieu? Bon, je résume. Hein, ouais. Mais nous, on ne peut pas. Il faut que le système, il soit au service de l'individu. Donc, ça veut dire que on doit utiliser et non pas subir la dimension personnelle. Le côté lévado, il devient positif. Après, maintenant, c'est quoi? C'est comment faire vivre ensemble des gens différents. Eh ben, il y a le respect, il y a le lekaf zechut, il y a l'amour, il y a la reconnaissance, il y a la finesse, il y a l'intelligence, il y a la capacité d'adaptation. Tous ces outils-là pour faire que, après que chacun développe son côté unique, on arrive à fonctionner ensemble. C'est pour ça qu'il y a la famille, pour ça qu'il y a le couple, pour ça qu'il y a les amis, pour ça qu'il y a les hiérarchies dans l'entreprise, dans l'école, dans les systèmes. C'est fait pour ça. C'est en fin de compte pour faire fonctionner ensemble des gens différents. Mais si on veut laminer par le bas pour enlever les différences, ça marche pas. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait exploser les... D'accord? Plus il parle de mondialisme, et plus les nationalismes, ils se développent. C'est bizarre. Genre, on est tous le peuple de la planète, et d'un seul coup, chacun, il reconnaît, non, moi, je suis tchécoslovaque, je suis pas bosniaque. D'accord? On n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter la différence. C'est pas grave. Ben, c'est exactement pareil. Ce Levado-là, de Yaakov Avinu, il t'oblige, en fin de compte, à aller au bout de toi-même. Comme si toi, tu fais un examen de conscience, d'accord? Et chaque épreuve, il va faire apparaître une facette de ta personnalité. Qu'est-ce qu'il y a de propre à toi par rapport à la colère? Qu'est-ce qu'il y a de propre à toi par rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'il y a de propre à toi par rapport à la sensibilité? Mais au fur et à mesure que tu vas réussir à fabriquer ce portrait robot de ton intériorité, alors tu vas réussir, si Dieu veut, à vivre ta vie. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vivent par délégation. C'est-à-dire qui attendent que l'autre les invite à exister. Mais l'autre, il est déjà tellement occupé à consommer qu'il ne va pas penser à ta part à toi. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu fais ta vie en tant que personne, et à part ça, tu es aussi le conjoint de quelqu'un, et tu es aussi le parent de quelqu'un, et tu es aussi l'ami de quelqu'un, et tu es aussi le membre de cette communauté, et tu es aussi le patron de cette boîte, ou l'employé de cette personne-là, mais ce sont des branches. Comme un arbre. Il y a un arbre et il y a des branches. Il y a un phénomène extraordinaire dans la nature, puisque la nature, elle n'est que la symbolique du monde intellectuel, du monde spirituel et du monde psychologique. C'est qu'au fur et à mesure, quand vous avez acheté l'arbre chez Truffaut, vous vous rappelez, il était petit comme ça, un cerisier, comme ça, avec 2 petites branches. Vous l'avez planté dans le jardin. Ah, maintenant, au Hachem, ça fait 15 ans.
il est épais comme ça, il a des tonnes de branches. Maintenant, les branches elles-mêmes, si vous les coupez, mais elles pèsent une tonne. Comment c'est possible? En fait, la logique, c'est que le tronc, c'est le moi. Et les branches, c'est les fonctions que tu remplis. Donc, tu as une branche monsieur, toi, une branche papa, une branche enfant de tes parents, une branche cousin, une branche patron, une branche responsable communautaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la nature, au Hachem, l'épaisseur du tronc augmente en même temps que le nombre de branches qui augmente. Ça va? Mais ça, c'est dans la nature. Mais il y a des gens, malheureusement, qui n'utilisent pas le développement des branches pour augmenter le tronc. Donc, ils se retrouvent avec un moi fragile et des fonctions lourdes. Ça s'appelle le faux semblant. D'accord? Donc, le gars, il fait le patron, mais il est obligé de prendre de la coupe pour rentrer en réunion parce qu'il y a 250 vendeurs qui veulent tous sa place. D'accord? Celui-là, il fait genre le papa, mais après, il se réfugie dans le travail, ou celle-là, elle fait la maman, mais elle se sent mal parce qu'elle n'a pas trouvé sa jupe, d'accord? Alors qu'elle a 2 enfants anorexiques. Donc, il y a une distance entre le tronc et les branches. Alors, comment on fait maintenant? Maintenant, on est en crise maintenant, parce que vous avez bien compris que quand les branches sont trop lourdes, le tronc, il craque. C'est ça qu'on dit, j'ai craqué. Ouais. Comment on fait? Il y a 2 solutions. Il y a des branches qu'il faut couper. Il y a des branches, tu ne peux pas divorcer à chaque fois que tu fais une dépression. Puis les enfants, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Même Emmaüs ne les prend pas. D'accord? Donc, comment tu vas faire? Donc, il va falloir augmenter la taille du tronc. Sélectionner. Non, augmenter la taille du tronc. En accéléré. Solide. Voilà. Ça veut dire augmenter la joie, le respect de soi, la connaissance de soi, la émouna, tout ça, pour faire que le tronc, vite, il retrouve sa place. Il retrouve sa taille. Quand le tronc augmente, après, c'est normal, c'est normal, c'est le poids normal de la vie, c'est la vie. Ouais. Pourquoi comment on peut se noyer dans un verre d'eau? Soit parce qu'on a trouvé un grand verre d'eau, soit parce qu'en fait, on est juste petit pour rentrer dans la taille de l'eau, dans la taille du verre d'eau. Mais comment c'est possible d'entrer dans un verre d'eau? Quand on dit en français, tu te noies dans un verre d'eau. C'est une façon de parler. Pas vraiment, en vérité. Ouais. Donc on a dit que Yaakov s'est retrouvé seul, et bizarrement, quand il s'est retrouvé seul, il n'était pas seul, puisque Vaya avec Ishimo. Vous me suivez ou... Et un homme, il est venu se battre avec lui. On a dit cet homme-là, c'était qui? C'était l'ange de Esav, et c'est le Yetzerara. C'est-à-dire qu'en fait, un homme ne peut rencontrer son Yetzerara que quand il est seul. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand il a une situation où il a un problème, l'homme ou la femme, s'il y a quelqu'un d'autre, naturellement, il va reporter la culpabilité sur l'autre. Mais quand il n'y a personne à accuser parce que tu es seul, voilà, tu as mis le pied dedans. Ok, ça porte bonheur, c'est une œuvre canine, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Toi-même. Tu as mis le pied dedans maintenant. Qu'est-ce que tu mets le deuxième pied? Tu dis ça porte bonheur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accuser le monde entier. Tu vas dire, mais comment ça se fait qu'il y en a? Mais les gens, ils ont leur vie. Chacun, il va au travail, lui rentre à la maison, lui rentre les courses. Tout le monde s'en fiche que tu as mis le pied dedans. Il va falloir que tu assures. Tu veux partager avec quelqu'un? Chacun la sienne. Comment tu vas faire? Tu vas te nettoyer les chaussures. Sinon, tout le monde va sentir que tu as un problème. Ça va? Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que moi, et c'est ça le travail, même si moi, je suis dans une situation, même si ça implique 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 44 personnes, moi, je dois trouver la facette du problème qui me concerne à moi. Et ça, c'est seulement quand je suis l'évado. C'est-à-dire que même si je suis entouré d'1 million de personnes, je dois réfléchir en quoi je suis concerné par la situation. Comment je peux grandir de cette situation? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu à travers cette situation? Ah, tu dis, oui, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi ma femme, il y a aussi mon mari, il y a aussi mes enfants. Ok, mais tu n'as pas compris, il a le même problème que toi. Lui aussi, il a une facette de la situation qui le concerne à lui. C'est normal si on est les deux devant un miroir. Chacun voit son reflet. Je ne peux pas dire, non, il n'y a pas le mien. Mais il y a le tien, hein. Tu as vu, il y a... Je vois des gens, ils viennent au cours, après ils viennent en couple, après ils viennent, ils disent, écoute, t'as vu, Laura, il a parlé de toi pendant tout le cours. Hein. Ben non, il a parlé aussi de toi. Ah bon? Ben c'est ça la vie. C'est-à-dire, je suis concerné. Quand je le vis bien, quand je le vis mal, je suis concerné. Ça, ouais. Mais c'est ça l'idée. Je dis, moi, je veux accepter ça. Je veux, parce que
D'un côté, tu dis oui, mais c'est stressant. Mais d'autre côté, c'est extraordinaire. Parce qu'Hachem, il te donne l'occasion de faire ton travail. Attends, mais le chanceux qu'on lui a dit où est-ce qu'elle était la tâche avant qu'il rentre en réunion, il allait rentrer, il dit une tâche, hop, hop, oh là, merci, oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Alors là, je me serais senti ridicule parce que j'aurais voulu faire ma conférence et pendant tout le truc, j'aurais vu que les gens regardaient la tâche. J'aurais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as sauvé. Tu m'as dit où elle était la tâche. En fait, tu m'as dit quelle était ma tâche. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quand il est seul, Yaakov, il se retrouve avec l'ange de Esav. On a dit l'ange de Esav, c'est Yetzirah. Toute la nuit, il s'est battu avec l'ange de Esav. Quand ça? La veille de rencontrer Esav. Il devait rencontrer Esav le lendemain. Et toute la nuit, il s'est battu avec l'ange. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, quand j'ai un rendez-vous physique, d'accord? J'ai toujours un rendez-vous psychologique avec la résonance du problème chez moi. Comme un joueur de tennis. Ouais, il fait d'abord le match psychologique avant de faire le match physique. On dit, ouais, mentalement, il n'était pas prêt. D'accord? Toi, tu sais que tu dois parler avec ton fils pour un problème grave. Ben, tu réfléchis, tu te mets dans le contexte, tu réfléchis combien tu l'aimes. Après, tu fais l'argumentaire. Tu te fais un petit jeu de rôle tout seul, et après tu y vas. En vérité, tu as déjà gagné le combat psychologique avant de gagner le combat physique. Ça va? Et dans n'importe quel domaine, c'est la même chose. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne se préparent pas. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai préparé déjà la réponse que c'est à cause de l'autre. Ils sont tranquilles. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils passent leur vie à vivre la vie de l'autre, puisque la leur, ils ne la vivent pas. Parce qu'ils pensent toujours que c'est à cause de l'autre. C'est pour ça que j'ai toujours choisi cet exemple, que les gens ils croient que c'est une blague, mais j'ai arrêté de rigoler quand j'avais 8 ans et demi. C'est que on vient seul au monde. On vient, quand on sort du ventre de sa mère, c'est rare qu'on vienne à 8, 9. Allez, Madame Cohen, il en reste 21. Non. Et quand on quitte ce monde, on part seul. Oui. Donc au milieu, on est seul. Maintenant, quand on va arriver là-haut à 120 ans, le bon Dieu, il va nous dire, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Ok. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais ça fait 80 ans que je prépare la réponse. Mais je vais lui dire. Moi, je n'avais pas d'initiative parce que mon père m'a castré mentalement. Et j'ai pas réussi à donner de l'amour à ma femme parce que ma mère m'a pas allaité. Et à l'école, j'ai pas réussi parce que le prof n'a pas fait confiance. Et mes employés, j'ai pas réussi dans le business parce que mes employés n'ont pas fait sur leur travail. Donc, tu as préparé déjà tout l'argumentaire pour expliquer pourquoi tu t'es planté. Ce qu'on appelle le baratin. Oui. Ce qui n'est pas un endroit où on sert des tisanes. Oui, c'est d'accord. Donc, quand la personne... Mais c'est quoi? Mais pour ça que ça s'appelle, le moment de la mort s'appelle Olam Haemet. C'est le monde de la vérité. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Maintenant, encore une fois, les gens ils vont dire, oui, mais attends, c'est stressant. Si c'est ça la mort, à quoi ça sert de vivre? Oui. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que comme on t'a dit que tu vas avoir un rendez-vous avec la vérité, donc qu'est-ce que tu fais? T'anticipes le rendez-vous. Tu prépares le rendez-vous. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rendez-vous avec l'inspecteur des impôts. Qu'est-ce que je fais? Je lui mens, je lui dis la vérité. De toute façon, il connaît tout mon dossier. Je lui mens, je m'enfonce encore plus. Il me dit en plus. Après, je lui dis, bon, je vous fais un cadeau. Ah, en plus, prévarication. Oh, je lui passe ça, moi. J'ai écouté. Je crée l'entreprise. J'étais jeune. J'ai eu peur. J'ai pris peur. J'ai mis de côté. L'argent est là. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer, tout ça. C'est ça mon erreur. Il dit, écoutez, vous avez été sincère. Allez, on vous fait payer que 10%. Tu mens, je te prends ta boîte, ta maison, ton costume, ton slip, je te prends tout. Maintenant, toute la vie, c'est pareil. Tu as un problème avec un enfant, tu as fait une erreur. Tu vas le voir, tu dis, écoute, mon fils, je me suis trompé. Voilà, je t'ai mal jugé, je t'ai mal compris, je crois que tu étais comme ton grand frère. Eh bien, c'est pas le cas. Tu n'as pas la même personnalité, tu n'as pas la même approche, tu n'as pas la même sensibilité. Excuse-moi, Mérila, pardonne-moi, je suis ton père. Vous vous embrassez tous les deux, on redémarre. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfonces dans ta psychorigidité. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien, tu te débrouilles. Regarde ton frère de quoi il est capable. Mais il va se pendre. Il va se pendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te remettre en cause. Mais pourquoi tu t'es pas remis en cause? Pas parce que c'est un enfant, pas parce que c'est un conjoint. Non, parce que tu n'as pas compris que le rendez-vous, il n'était pas pour lui, il était pour toi. Cet enfant-là, c'est un rendez-vous pour toi. Cet enfant-là, c'est un autre rendez-vous. Donc je peux pas prendre les éléments du premier rendez-vous pour le deuxième rendez-vous. Comme si vous, non. C'est comme si vous avez une signature à faire. Vous êtes notaire, donc vous faites tous les papiers. On va pour signer. Ah, une seconde. Ah, j'ai un client qui arrive. Le deuxième client, il rentre, il dit, bon alors, vous signez là. Mais qui dit, attends, de quoi vous parlez là? Eh ben, on continue le rendez-vous. Mais je suis un autre client. C'est une autre affaire. C'est une autre vente. On dit, ah, c'est pareil, ça à toi, lui et les autres. C'est bizarre, non? Oui, non, oui, non. Eh ben, il y a des gens comme ça qui pensent que leur vie, elle continue à travers les autres.
Donc toi, tu m'as aidé, toi, tu m'as saoulé, toi, tu m'as pris la tête, toi, tu m'as envoyé aux toilettes. Chacun, il croit. Mais non. Il y a des gens laxatifs qui génèrent chez l'autre le transit, d'accord? Mais tu dis, mais non. Tu dis, mais moi, j'ai rendez-vous avec moi en ta présence. J'ai rendez-vous avec moi en ta présence. Et j'ai rendez-vous avec moi en ta présence. Ça veut dire que les élèves, ils vont faire sortir des facettes du Rav. Vous me suivez ou non? Mais le Rav, il va faire aussi sortir des facettes de l'élève. Puisque je vous il est mes avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Donc je vais rencontrer. Mais ça, c'est seulement si j'accepte d'être l'évado. D'accord? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que ce réflexe-là, il existe dans les mauvaises midotes, puisque dans la mauvaise qualité, je pense que je suis le centre du monde. D'accord? Mais dans la bonne qualité, c'est quoi? C'est que j'accepte d'être la cause, ce qu'on appelle en français la remise en cause, pour pouvoir changer au niveau de la cause. Je veux remonter à la cause pour régler le problème à la cause. Mais tant que je fais un transfert de la cause, je ne peux jamais changer. Après, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours le même problème. Il faut aller à la cause du problème. Tu prends 64 médicaments pour ton problème de sucre. Peut-être arrête de manger du sucre. Ah, tout de suite, tout de suite tu m'agresses. Non, je t'engraisse, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu vois, tu vas aller chercher la racine du problème. Toi, tu dis, je fume pour me calmer. D'accord? Je te dis, mais écoute, fais de la... Comment ça s'appelle? De la méditation, de la détente. Pourquoi tu prends la cigarette parce que tu es stressé? Ah bah, apprends à déstresser. Je vous ai déjà dit que le stress, c'est le malaise développé par la distance que tu entretiens entre toi et une réalité que tu ne veux pas assumer. Mais que tu es obligé d'assumer. Donc quand une réalité, tu ne veux pas l'assumer, mais que tu es obligé de l'assumer, le malaise créé dans la distance que tu maintiens entre toi et ce que tu n'assumes pas, s'appelle le stress. Tu vas voir qu'il faut faire. Il faut assumer. Et justement, c'est ça mon problème, c'est que je n'arrive pas à assumer. Alors si tu n'arrives pas à assumer, il y a deux solutions. Soit tu n'as pas confiance en Dieu, que ce que Dieu t'a envoyé, c'est pour toi. Soit tu n'as pas confiance en toi, que tu es capable de le faire. Donc tu règles les deux. Tu règles la confiance en Dieu, l'aïmouna, la confiance en toi, que tu es capable de le faire. À ce moment-là, tu te retrouves dans la proximité. Dans la proximité, tu prends le problème à bras, le corps, au lieu de le prendre à bout de bras. Ouais. Et c'est facile. Quel est le problème? Allez, on y va. Allez, on y va, on y va, on y va. On avance. Ouais. Donc c'est ça, mais encore une fois, ce rendez-vous-là, tu ne peux le faire que quand tu es l'évado. D'accord? Et encore une fois, l'évado, pas dans la névrose de la solitude. Parce que la solitude, j'en peux plus de la solitude. Je parle à personne, je vois personne, je rencontre personne. Non, il n'y a pas personne, il y a toi. Remarquez bien que les gens qui ont besoin des autres, tout le monde les fuit. Et les gens qui ont besoin de personne, tout le monde leur court après. Le monde est mal fait. C'est le contraire. Les gens qui ont besoin, on devrait leur courir après. Ça s'appelle le soutien moral. Non, tu dis, oh, elle va me saouler, elle va encore me faire une injection de dépression. J'en peux plus, ça rame pas, je peux plus. Alors que quand tu es bien, tu vas très bien. Oh, monsieur, madame, moi j'ai besoin. Oh, quelle joie de vivre, oh, quel sourire. C'est normal, tu dégages une énergie positive, les gens ils veulent se nourrir. Tu dégages une énergie négative, les gens ils se préservent. Après tu dis, ouais, mais c'est quand même dur parce que c'est justement là que j'avais besoin. Bah oui, je sais, mais quand tu as besoin d'aller aux toilettes, tu peux pas dire à quelqu'un, va me soulager s'il te plaît. Il peut pas, c'est toi qui as besoin d'aller aux toilettes, il peut pas aller à ta place. Vous me suivez ou non? Donc, va aux toilettes. Maintenant, tu parles à ton psy, tu parles à quelqu'un qui t'aime. Tu fais un numéro au hasard, tu dis toutes les insultes que tu connais, tu raccroches. Après, le lendemain, dans le Parisien, tu dis encore un suicide. C'est pas une halakha que j'ai donnée là. D'accord? Donc, c'est quoi cette idée-là? Vous avez compris? C'est que la personne, en fin de compte, elle va gérer son lévado. C'est ça, Vayevater Yaakov. Lévado, vaille avec Ish Imo. Ouais, il y a un homme qui s'est battu avec lui. Maintenant, Rachid dit, mais pourquoi on a dit ce langage de vailla avec? Bon, vous allez me dire parce qu'il faut faire avec. Non. Vailla avec, ça veut dire, en fait, ils ont soulevé de la poussière. Mais non, on pouvait dire vailla arrive. Il y a des mots pour dire en hébreu, ils se sont battus. Pourquoi on a choisi juste ce mot-là?
Alors Rachid explique que quand ils se sont battus, la poussière du combat, elle est montée jusqu'au Kisei Hakavod, jusqu'au trône céleste. Vous avez l'habitude des films d'action, je vois. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est rien. Il est fou, il y en a qu'un. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi la poussière qui monte au trône céleste? Alors en fait, on a lu dans la paracha de la semaine dernière que Yaakov, il a rêvé. Il est en train de dormir, il a rêvé, vous savez, d'une échelle avec des anges qui montaient, qui descendaient. Alors une des explications, parce qu'il y en a nombreuses, c'est qu'en fait, on sait que le visage de Yaakov Avinu, il est gravé sur le trône céleste. Ça veut dire que Yaakov, il est la référence de l'humain. D'accord? C'est pour ça qu'on a attendu Yaakov Avinu. Mais d'un autre côté, Yaakov, c'est un homme. Il est assis, il est allongé par terre en train de dormir. Donc le bas de l'échelle, c'est Yaakov en bas. Le haut de l'échelle, c'est Yaakov en haut. Quand on dit les anges, ils montaient et descendaient, alors le Midrash, il dit parce que les anges, ils montent en haut, ils voient le visage de Yaakov. Tu dis, mais attends, c'est le trône céleste. Ça veut dire qu'il y a la terre, il y a les 7 cieux, après il y a les 10 sphirotes, on est à peu près à 134 milliards d'années-lumière de la matérialité, et après il y a la racine des âmes d'Israël, et après il y a le trône céleste. Et sur le trône céleste, il y a le visage de Yaakov. Ce qui n'a pas de sens, parce que c'est juste un humain. Ouais. Donc les anges, ils ont un problème, parce qu'il y a le visage là-haut, et le gars en bas. D'accord? C'est comme si vous voyez quelqu'un, et puis vous vous retournez, vous le voyez. Alors vous dites, c'est un reflet. Non, il ne peut pas être là et là en même temps. D'accord? Il ne peut pas être bassement, matériellement, physiquement, en train de dormir sur la terre, et en même temps là-haut. Alors c'est quoi l'idée? Je sais que c'est un petit peu complexe, mais c'est qu'en fait, quand on dit qu'il est sur le Kisei Hakavod, évidemment, vous avez compris qu'il n'y a pas un trône avec gravé. Ouais. Non, le Kisei Hakavod, en fait, c'est la réalité de Dieu dans ce monde. Donc, gravé sur le Kisei Hakavod, ça veut dire que je suis en contact avec l'essence de Dieu dans ce monde. C'est un état d'être, en fait. C'est comme quelqu'un qui est marié, d'accord? Quelqu'un, il n'est pas marié parce qu'il sait qu'il est marié. Quelqu'un, il n'est pas marié parce qu'il a un accident de regarder la voisine, et d'un seul coup, il dit « Oh, je suis fou, je suis marié. » D'accord? Non, il est marié. Maintenant, marié, c'est 24, 7 sur 7. T'es marié? Vous me suivez ou non? Tu dis pas de temps en temps « Je suis plus marié. Ça me prend la tête, ça me saoule. J'ai envie de vivre autre chose, j'ai besoin de mon jardin secret, de mon espace. » Mais non, t'es marié. C'est pareil, tes parents. Tu dis, j'en ai marre, tu sais quoi, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, moi de toute façon je vais vivre ma vie, je pars aux Antilles une semaine avec la secrétaire. Mais tu peux pas, tes parents. Voilà. Vous voyez cette conscience de parent, mais pas cette conscience encore une fois culturelle, genre je sais que je suis parent. Non, je vis que je suis parent. Et bien ce contact de maturité que j'ai avec ma responsabilité parentale, vous l'imaginez multiplié par 113 millions, et vous arrivez à une conscience perpétuelle que je suis avec Hachem. Ça va? Alors eux, ils étaient choqués parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu combien Yaakov, il était tellement avec Hachem, qu'il est gravé, ça veut dire qu'à l'intérieur du Kisei Hakavod, ouais, et de l'autre côté, il est allongé, en train de dormir. C'est-à-dire que s'il avait ce niveau de proximité, de dvekout avec Hachem en dormant, mais qu'est-ce que c'est quand il est réveillé? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si quelqu'un il étudie la Torah, et quand il dort, il parle en dormant, il continue à étudier la Torah. Tu lui dis, mais attends, mais quand il dort, il étudie la Torah, celui-là? Vous suivez ou non? Donc c'est pas que il a plein d'actions, plein d'activités, et une fonction cérébrale qui s'appelle l'étude, qu'il applique 8 heures par jour. Non, lui, le jour, la nuit, il étudie la Torah. C'est sa nature. Comme quelqu'un qui est gentil, il est gentil. Il dort, il est gentil. Oui, même quand il dort, il se retourne, inconsciemment, il a senti qu'il y avait quelqu'un, il enlève sa main pour ne pas réveiller la personne qui est à côté de lui. Tu ne peux pas faire ça de manière inconsciente. Appelle ça comme tu veux, le surmoi, le subconscient. Le mec, il fait attention même quand il dort. Il est déjà comme ça. Ouais, il recule et il sent quelque chose, il lève le pied. Ah, il croyait que tu as marché sur le pied. L'autre, il t'écrase le pied.
Il se retourne, il voit que tu fais la gueule, il dit oh, qu'est-ce qu'il y a? Et surtout, ne m'accuse pas, m'en est que deux. C'est dans ta tête tout ça. Tu sais, là, le cerveau, il envoie des pulsions qui peuvent te faire croire que je t'ai marché sur le pied, mais tout ça, c'est dans ta tête. Ok, mais il y a tes empreintes. Déni. Donc le contraire. Quelqu'un, il est bédvécoute, d'accord? Il est collé. Ça, c'est que les anges, ils montaient, ils descendaient. D'accord? Maintenant, ça veut dire que quand l'ange de Esav, il est venu pour attaquer Yaakov, pourquoi? Parce qu'il voulait casser ce lien. Parce que tout le projet du Yetzer Hara, c'est pas de fauter. Ça, c'est les dégâts collatéraux. Le projet, c'est de te couper le lien avec Hachem. Alors, il va créer la faute, il va créer l'inconscience d'abord, il va créer l'ignorance, il va créer la faute, après il va créer la culpabilité, après il va créer la fuite, après il va créer l'enfoncement, l'impureté, la lourdeur, tout ça pour te couper le contact. Vous me suivez ou non? Quand quelqu'un il veut couper le contact entre toi et ton mari, qu'est-ce qu'il va faire? Ben d'abord, il va enlever la communication, après il va mettre la routine, après il va mettre les difficultés, après il va te rentrer dans la tête, ouais, ton mari il est nul, ton mari il est gros, ton mari il pue, ton mari il est débile. Après qu'il t'a bien pourri le terrain, il va te faire rencontrer quelqu'un qui a exactement les qualités qui correspondent aux défauts de ton mari, et toi tu as envie de dire, mais c'est Mina Shamaïm. Ouais. Et là, ça commence le problème. Parce que maintenant, tu parles avec lui, après, vous avez plein de points communs, et puis après, il y a des échanges, et puis après, il y a des ressentis, et puis après, il y a quelque chose que tu as beau dire, mais ça bouge maintenant, que là, de l'autre côté, ça bouge plus. Et donc, tu es menotté avec l'autre, qui n'est pas ton mari, et qui est marié et qui a 4 enfants. Parce que si déjà tu fais une avéra, tu l'as fait la méandrine, tu ne fais pas des petites avérotes. Tu fais machéo, d'accord? Donc, tu es menotté comme ça, avec la locomotive de ton amant, et tu es menotté avec les wagons de ta famille. Et à ce moment-là, le train démarre. C'est-à-dire que ton mari découvre le testo compromettant. Et là, le train, il démarre. Alors, c'est lui ou moi? Et tu vois, tu peux pas. C'est difficile. Ça s'appelle le choix. Quelqu'un qui a souffert d'ailleurs de la même... D'ailleurs, on a gardé ce symbole après pour représenter son problème. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, premièrement, tu n'as pas anticipé le terrain qui pouvait générer le problème. Maintenant que moi, j'ai pris un exemple gros avec l'adultère, mais ça peut être aussi une insuffisance au niveau d'un enfant qui va générer une préférence au niveau du deuxième. D'accord? Ça peut être aussi que tu vas te donner à fond dans ton travail, ce qui va préparer le terrain de ton burn-out. En fin de compte, que tu n'as pas anticipé. D'accord? Parce que tu donnes, mais tu ne penses pas à toi. Tu dis non, ce qui compte, c'est la boîte, ce qui compte, c'est la boîte, ce qui compte, c'est la boîte. Et la boîte, elle va te mettre en boîte. Tu finis dans la boîte, après la mise en boîte. Ouais. Donc c'est quoi? Parce que tu n'as pas compris qu'en fin de compte, quand tu crées quelque chose, quand tu crées une fonction, la fonction te poursuit. Maintenant, dans une bonne fonction ou dans une mauvaise fonction. Et t'es-tu vieux? Donc, une fois, j'ai parlé comme ça. J'étais jeune, hein, bon, je commençais à donner les cours et tout ça. Et je disais, moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. C'est vrai, j'aime bien faire plusieurs choses. Alors, quelqu'un de très intelligent, malheureusement, qui a quitté ce monde, il m'a dit, faites attention, parce que quand vous créez une fonction, elle vous poursuit. Parce que toi, tu dis, non, après, je vais déléguer. En général, si tu as eu la force d'initiative de la fonction, tu as rarement la capacité intelligente de déléguer. Donc, tu ne vas pas déléguer. Comme tu ne vas pas déléguer, tu vas cumuler. Comme tu vas cumuler sans déléguer, tu vas dégueuler. Parce que ou tu vas dégueuler, ou tu vas déléguer. Ça peut se voir. Oui, d'accord. Vous comprenez ça? Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Ça veut dire que la personne, au fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois qu'elle vit, elle doit prendre le recul de dire qu'est-ce que je suis en train de fabriquer là? Là, je prends des vitamines. Et là, je vais au bout de mes limites. Là, j'entretiens mon couple. Et là, je le détruis. Là, je donne la confiance à l'enfant. Et là, je le détruis mentalement. Je dois savoir ce que je fais. Parce que ce que je fais, c'est toujours le terrain de ce qui va m'arriver après. Parce que souvent, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes apte à accepter ce type de violence mentale, mais souvent le lendemain,
n'est rien d'autre que le... Enfin, disons que le lendemain de la veille, quoi. Vous me dites si c'est trop. Non, ça veut dire que le lendemain, c'est le lendemain de la veille. Donc aujourd'hui, c'est jamais très loin d'être la veille du lendemain. Oui. Ça va? Ah, c'est un truc débile, je fais juste pour vous garder en... D'accord. Et que souvent, la nuit, c'est aussi la veille du jour. Puisque le jour vient au bout de la nuit. Ça va? Voilà. Maintenant, faites-moi le lekaf zochut de ne pas imaginer que je dis des lourdeurs. Ouais. Quand on dit que le jour se lève au bout de la nuit, c'est que des fois, c'est au bout de ton malheur que tu vas trouver la solution. Mais est-ce que tu es arrivé au bout de ton malheur? Vous me suivez ou non? Est-ce que tu as été au bout de la nuit? C'est ça le problème. Parce que c'est un phénomène bizarre, c'est que la nuit tombe, et après la nuit est de plus en plus noire. Alors comment ça se fait que le bout du bout de l'obscurité, c'est de la lumière? Alors que ça devrait encore être de l'obscurité, et encore de l'obscurité, encore de l'obscurité. Mais non, tu sais que le jour se lève. C'est un phénomène, non? Non? C'est que quand tu vois l'obscurité, au lieu de paniquer, tu dois dire le jour va se lever. La solution, elle va venir. Je vais trouver les mots. On va sortir de ce stress. La Géoula, elle vient. Ou non? Tu dis non. Là, on est dans l'obscurité. Ça peut être que plus obscur. Ça va pas s'éclairer, ça va pas s'arranger. Vous ne le connaissez pas. J'ai tout essayé avec elle. C'est un enfant qui est perdu. Même son psy s'est suicidé. D'accord? Non, non. Au bout de la nuit, il y a le jour. Maintenant, tu as son mariage, il vient d'avoir son deuxième enfant, et tu te rappelles, mais qu'est-ce qu'on a souffert avec lui? Eh ben, c'est le même, hein. On n'a pas changé de modèle. Alors, comment c'est possible? Parce que la nuit, le jour se lève après la nuit. C'est pour ça que c'est marqué ici, Adalot HaShachar, jusqu'au lever du matin. C'est pour ça que Shacharit, c'est la prière du matin. Shachar, c'est quoi Shachar? Le matin. Ça ressemble à Shichour. C'est quoi Shichour? La libération. La libération, la liberté. Mais Erev, c'est quoi Erev? C'est le soir. Ça ressemble à Meourav. Mélanger. Parce que la nuit, tout se mélange. Ben, quand ta vie, elle est dans la nuit, parce que je comprends rien. Je vois pas de solution, je suis perdu, je sais plus quoi faire. Je suis bloqué avec lui, je suis bloqué avec elle, je sais plus ce qui se passe avec cet enfant, je vois pas les factures qui tombent, les clients qui rentrent pas, je trouve pas de solution. C'est la nuit. C'est Méorav. Mais qui c'est qui entretient la nuit? Qui c'est le prince de la nuit? Soi-même. Yetzirah. Ah, Yetzirah. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Ikar Avodat et Yetzirah, les balbel et Tadeot. Le principal objectif du Yetzirah est d'embrouiller les idées. Maintenant, il t'embrouille. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu perds les repères. Après, tu as des mauvais jugements. Après, tu prends les mauvaises décisions. Après, tu mélanges l'émotionnel avec l'intellectuel. Mais c'est son travail à lui. Pourquoi? Parce que ton travail à toi, c'est le birour. Le birour, c'est la clarification. Maintenant, tu ne peux pas faire ton travail à toi si lui, il ne fait pas son travail à lui. Et son travail à lui, c'est l'embrouille. Il t'embrouille. Maintenant, c'est vrai que c'est plus confortable de se laisser embrouiller. Je suis d'accord avec vous. D'accord? Ah ben, je ne comprends plus rien, et c'est trop difficile, et j'ai plus de force. Et je n'y crois plus. J'ai plus de force. Je ne crois plus. C'est pas possible. Non. L'option baisser les bras n'est pas... Toi, tu confonds le lâcher-prise qui te libère avec le lâcher-prise qui t'enferme. C'est juste un problème d'utilisation des outils. Tu lâches prise sur les choses que tu ne maîtrises pas. Mais les choses que tu maîtrises, il ne faut pas lâcher prise, parce que ça dépend de toi. Donc les gens, ils s'angoissent sur les choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais ils détruisent une énergie incroyable. Et quand ils n'ont plus de force, on leur pose une question qui les concerne, ils disent, bah, tu sais quoi, j'ai plus de force. Là, je suis épuisé, là, franchement, j'y crois plus. J'ai plus d'énergie, j'ai tout donné. Oui, mais tu as tout donné dans un faux problème. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir et tout ça,
Je dis, mais c'est quoi votre question? C'est quoi votre problème? Ben voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je dis, mais là, vous avez monté une cathédrale de mousse de savon sur lequel vous voulez poser la tour Montparnasse. Oui, d'accord, mais ça m'angoisse, et puis ça me crée une anxiété, et là, j'en suis presque à de l'obsession, et j'ai peur de tomber dans la toque. Attends, mais t'as vu de quoi c'est parti? Mais tu as un élève de l'enchanteur Pépin. Pépin, la bulle. Tu fabriques des bulles, toi. Mais la bulle, elle est belle. La bulle, elle est sphérique. La bulle, elle est magnifique. Mais elle est fragile. Tu fais comme ça, elle éclate. Et le pire, c'est que tu ne peux pas la reconstituer. Alors moi, je te dis un truc. Pourquoi tu t'angoisses à reconstituer quelque chose qui lui-même n'existait que par le fruit de ton illusion? Comme les gens qui veulent retrouver l'insouciance de la jeunesse. Et voilà, là, tu as 62 ans. Ce qui est passé est passé. Maintenant, si on t'a donné une période d'insouciance, c'est pour que tu récoltes les énergies nécessaires pour assumer le moment où l'insouciance est interdite. Mais si toi, tu n'as pas envie de quitter l'insouciance, c'est pour ça qu'il y a l'adolescence entre l'enfance et l'adulte. C'est pour gérer l'embrayage entre la fin du rêve et le début de la réalité. Mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont élèves modèles, sérieux, sérieuses, travailleurs, conscients, matures, investis, gestionnaires des problèmes des autres. Donc ils n'ont pas fait la crise d'ado, ceux-là. Or, les impôts, la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Maintenant, toi, tu nous l'as fait à 40 ans, avec 6 enfants. Ouais. Ça, tu l'as fait à 50 ans, après 32 ans de mariage. Tu fais ta crise. Ça y est, tu veux tout refaire. Mais silicone ou quoi? D'accord? C'est que la personne, en fin de compte, elle a juste reporté l'échéance. C'est bien que les enfants rêvent, c'est bien que les ados craquent, et c'est bien que les adultes assument. C'est des périodes. C'est pas grave. Les gens disent, oui, mais ça me fait très peur, la crise d'ado, je redoute, comment ça va se passer? Mais t'as pas compris. Plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. Donc c'est bien qu'il fasse sa crise d'ado. C'est bien. Il va remettre en cause. S'il est religieux, il va dire, à quoi ça sert la religion? S'il n'est pas religieux, il va dire, je vais devenir Lubavitch. C'est ça la crise. C'est bien. Et Dieu existe, et où c'est marqué, et j'ai trop souffert, qu'est-ce qui se passe, et de toute façon, vous m'empêchez de vivre, et puis moi, je veux être moi-même, et de toute façon, je vous aime, et en même temps, je vous hais. C'est ça, là, c'est l'adolescent. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les Yetzirah, il attaque le plus. Parce qu'il sait que c'est un virage déterminant. Donc, il ne va pas le laisser tranquille. C'est pour ça que les Yetzirah n'attaquent pas l'enfant, ils n'attaquent pas l'adulte, a priori. Ouais. Sauf le côté enfant qui est resté chez l'adulte. Mais a priori, il n'attaque pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, il va vivre sa crise d'adolescence. Et c'est pour ça qu'il va se sentir seul. Parce qu'il ne se sent plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Et il se sent proche de toi, mais d'un autre côté, il ne veut pas que tu l'étouffes. D'accord? Et il veut faire sa vie, mais il ne veut pas l'assumer. D'accord? Il veut se marier, mais il a 14 ans et demi. Tu dis, mais t'es en crise, c'est bien. C'est bien la crise. Ouais, c'est comme la farine et l'eau. Ils sont bien. Tu les mélanges, c'est la crise. Regarde la gadoue. Mais c'est ça la hala. On mélange, c'est la crise, la crise, la crise, la crise, la crise. Ah, ça prend. Oh, magnifique. D'accord. Mais des fois, ça prend pas. Hein. Des fois, tu vas intégrer les blancs avec les jaunes et ça prend pas. Qu'est-ce qu'on peut rien faire avec? C'est obligé. Ça n'a pas pris. On peut pas le reprendre. C'est compliqué. Tu peux le boire, c'est plein de vitamines. Mais tu feras pas un gâteau avec. Donc, tu mélanges, ça prend, tu le mets au four. Tu vas à la fac, tu vas à la yeshiva, tu rencontres la bonne personne, tu te maries. Tout va bien. Mais tu vois bien qu'on est passé par la crise. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que la crise, elle est entourée. Il y a ton rave, il y a tes parents, il y a ton frère, il y a ta mère, il y a le bon Dieu, il y a les maths, il y a le français, il y a la Gemara. C'est bien entouré. Alors tu fais... Mais en fait, tu es protégé. Mais si tu sors de l'école, tu sors de la yeshiva, tu fugues à Amsterdam et tu essayes de te nourrir honnêtement, tu vas finir dans une vitrine.
Mais c'est quoi l'idée? C'est que parce que tu es sorti de la misguérette, tu es sorti du cadre. Donc le cadre, il t'étouffe, et le cadre, il te protège. D'accord? Maintenant, encore une fois, on a parlé par rapport à l'enfant, mais en vérité, chacun d'entre nous, il passe par ces étapes-là. Et le pire, c'est que c'est pas seulement qu'il y a une grande période qui s'appelle l'enfance, qui dure plus ou moins longtemps, une grande période qui s'appelle l'adolescence, et une grande période qui s'appelle l'adulte. En vérité, dans chaque phénomène, tu vas passer par les 3 étapes. Quand tu te maries, au début, c'est un couple-enfant. C'est super, je vais bien, c'est super, j'adore. Après, couple-enfant. Après, couple adolescent. Après, couple adulte. D'accord? Donc, couple enfant, bah écoute, t'es convaincu que c'est l'autre qui a 100% tort. Couple adolescent, tu dis, bon, je reconnais quand même que j'ai aussi des erreurs, j'ai une part de responsabilité, 50. Et couple adulte, j'ai compris que j'ai épousé de quelqu'un d'extraordinaire et qu'en fait, je dois faire mon travail, et c'est tout. Comme l'autre, il va faire son travail. C'est couple adulte. Mais c'est les étapes. Tu crées un business, c'est pareil. Au début, c'est l'euphorie. Ouais, c'est super. La marque, elle est reconnue. Tout le monde vient dans le resto. Tu as tes clients. Tout le monde se bat. Après, couple ado. Maintenant, il faut pérenniser le business. Manque de peau. Tu as ton meilleur vendeur qui part avec le fichier. Il crée un autre truc juste en face en changeant une lettre dans le nom. Et il commence à appeler pour toi. Tu deviens fou. Et après, tu arrives 5 ans, 6 ans. Tu pérennises. Tu installes. Tu mets des fonds de roulement. Tu t'entoures des bonnes personnes. Et maintenant, ta société, elle est devenue adulte. Donc, tous les systèmes, tous les projets, ils passent par les 3 phases. D'accord? Mais dans les 3 phases, à chaque fois, c'est quoi? C'est que c'est toi qui t'es occupé de toi. Vous suivez ou non? Voilà. C'est pour ça que c'est marqué Im en anili mili. In en anili mili, mili. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? D'accord? Non, im en anili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Maintenant, je vous ai déjà posé la question 1 million de fois. C'est pas grave. Au pire, on comprend. C'est quoi? C'est que pourquoi c'est pas marqué im en ani mi ani? C'est ça qu'il fallait marquer. Im en ani ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui peut être moi? Parce que c'est vrai que personne ne peut te remplacer pour être toi. Vous suivez ou? Que l'autre, il peut être solidaire, l'autre, il peut être proche, l'autre, il peut être un soutien, l'autre, il peut t'aimer, mais il ne peut pas être à ta place. Ok. Donc, il fallait marquer im en ani ani mi ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui est moi? Mais il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit im en ani li, mi li. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, quand tu es seul, tu n'es pas seul, parce qu'on a dit il y a l'Yetzirara, mais tu n'es pas seul non plus, parce qu'il y a aussi toi et toi. Et toi, c'est quoi? C'est li. Li, c'est pour moi. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui m'occupe de moi. Par exemple, je suis défaitiste et en même temps, je veux m'en sortir. Donc la personne qui veut s'en sortir en moi, elle va s'occuper du défaitiste en moi. D'accord? J'ai un côté que je veux faire l'enfant. J'ai un côté, je veux assumer. J'ai un côté, je veux mentir. Et un côté, je veux dire la vérité. J'ai un côté, je veux payer. D'un côté, je veux pas payer. Donc le gars qui est en moi, qui me dit, écoute, il faut payer, tu payes. Ah mais c'est dur, je me suis attaché sentimentalement à cet argent. Mais non, t'es radin. Ah oui, d'accord. Donc tu donnes. Qu'est-ce que tu fais quand tu payes en fait, tu te conduis en adulte. Pourtant, tu as une tendance en toi qui te dit, allez, on peut repousser l'échéance, on va attendre le 44 du mois. Mais non, il n'y a pas de 44, c'est 30 jours. Tu payes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement maintenant vous avez compris que quand je suis seul, je ne suis pas seul parce que j'ai mon Yetzirara, mais quand je suis seul, je ne suis pas seul parce que j'ai aussi mon moi extérieur qui encourage mon moi intérieur à devenir moi. Et je le fais. Maintenant, bizarrement, celui qui a fait ce parcours-là de devenir moi-même, il peut aider l'autre à le faire. Vous me suivez ou non? Il peut l'aider. Il peut l'accompagner. Il peut... Ah, tu vas accompagner l'enfant pour qu'il devienne lui-même. Tu vas accompagner ton conjoint, qu'il devienne meilleur. Tu accompagnes tes parents pour qu'ils assument la maladie ou la vieillesse. Tu les accompagnes. Mais en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu leur proposes la partie qui va bien chez eux de s'occuper de la partie qui va pas bien. Parce que toi, tu ne peux pas remplacer la partie. Maintenant, l'autre, c'est vrai qu'il voudrait ça. Il voudrait te transmettre le dossier. D'accord? Comme les gens, ils t'appellent, ils se disent, grave, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hier, encore, quelqu'un m'a téléphoné, un cas très grave. Ah, voilà le numéro, voilà le téléphone, appelez-le, appelez-la.
Je dis, je peux pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais premièrement, parce que j'ai une famille. Donc à peu près 4 fois plus de raisons de vous de me prendre la tête, parce que j'ai 4 fois plus d'enfants que vous, d'accord? À part ça, j'ai des activités. Et à part ça, j'ai des cas que je suis déjà. Et à part ça, que votre cas à vous, déjà, il demande un régiment de psychiatre. Parce que le gars, il te raconte, c'est un dossier. Et en plus, les gens, ils attendent 23 ans pour s'occuper de trucs. Entre-temps, ils ont créé des problèmes, des soucis, des angoisses, des nerfs, des peurs, des dettes, des ennemis, de la haine et de la rancune. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, papa, mais viens me voir quand c'est tout frais. Viens me voir quand c'est les premiers chocs. Viens me voir quand il y a des soupçons. Viens me voir quand il y a un terrain. Toi, tu viens, tu me dis, voilà, la muraille de Chine, elle est construite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils me cassent l'ombre. Ils me font de l'ombre à mon pavillon. Je dis, mais papa, c'est 5000 km de long. Ils ont mis 200 ans pour le construire. Tu viens chez moi maintenant? Ah ben, j'ai pris conscience. Jusque-là, je pensais que je pouvais me débrouiller tout seul. Mais quand le canapé, il prend feu, t'appelles les pompiers. Mais quand l'immeuble, il s'écroule, t'appelles les pompiers? Appelle les pompes funèbres. Ils sont bizarres. Alors, c'est quoi cette idée-là de laisser traîner? Ah ben, j'ai laissé traîner, j'étais pas conscient, et puis... Non, c'est pas ça. Je veux dire honnêtement, hein. Honnêtement, c'est que pendant toutes ces années, tu pensais que c'était à cause de l'autre. Tu pensais que c'était à cause de l'autre. Donc, comme tu penses à cause de l'autre, bah, quand il y a l'alarme de la voiture de l'autre qui sonne, bah, tu dis, attends, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai pas de voiture, ça sonne. Tu mets quand même, tu dois aller vérifier. On sait jamais si c'est ta voiture. Mais j'ai pas de voiture. Maintenant, comme mon problème à moi, j'arrive à en faire le problème de l'autre. Du coup, moi, le signal d'alarme ne me concerne pas. Je fais le contraire. Je dis, ça sonne, Vesimcha. Ça sonne Vesimcha. Oui. Parce que la simcha, elle vient quand ça sonne. Bah oui, pourquoi? Parce que quand ça sonne, ça veut dire que le signal d'alarme, il sonne. Ouais. Mais la satisfaction de la réussite, elle vient justement du risque de rater. Donc pourquoi est-ce qu'on est proches tous les deux? Parce qu'on a eu une grosse engueulade, parce qu'il y avait une grosse incompréhension. On a dépassé nos égos, on a mis le dialogue, on a cimenté la communication, on a atteint la coordination, on a créé la solidarité. Donc notre problème, c'était notre solution. Voilà. Donc tu vois, ça sonne, Vesimcha. La simcha, elle vient après que ça sonne. C'est nouveau, ça vient de sortir. Donc si on comprend ça... Oui, c'est ça. Kol ça sonne, ça sonne, c'est la joie. C'est la joie. Ça sonne, ouais. Kol ça sonne, kol simcha. C'est un jeu de mots ce que j'ai fait. Là. Oui, j'ai compris. Mais je voulais la traduction de l'hébreu. 100%. Ça sonne le simcha. Kol hakavod. Donc si c'est comme ça, magnifique. En français, je sais. Voilà. Donc quand c'est marqué là-bas que Yaakov, il s'est battu avec l'ange. D'accord? Maintenant tout le monde connaît l'histoire. Où est-ce qu'il a tapé? La hanche. Maintenant à cause de ça, on ne mange pas le guidon haché, d'accord? Le nerf de la hanche, d'accord? Pourquoi il a tapé la hanche? On a dit que c'est l'Yetzer Hara, d'accord? Il peut taper la tête, il peut taper les bras, il peut taper le cœur. Pourquoi il a tapé la hanche? En fait, la hanche, c'est une façon propre de dire qu'en fait, il a tapé à la hauteur de l'entrejambe, d'accord? L'entrejambe, c'est quoi? Tout le monde sait ce que c'est, d'accord? Mais en vérité, c'est quoi l'idée? C'est que le Yetzer Hara ne peut pas t'attaquer sur un plan où tu es fort. Il ne peut t'attaquer que sur un plan où tu es faible. Et Yaakov Avinu, il a accompli toutes les mitzvot. Mais il avait une culpabilité, c'est qu'il a épousé 2 sœurs. Ce qui est interdit par la Torah. D'accord? Maintenant, évidemment qu'on sait qu'après le don de la Torah, on doit faire ce qui est permis et ne pas faire ce qui est interdit. Mais avant le don de la Torah, les Avot, ils devaient faire ce qui est bon pour leur âme Israël et ne pas faire ce qui est mauvais pour âme Israël. D'accord? Maintenant, des fois, ce qui est bon pour âme Israël, ça passe par des chemins un peu tortueux. Parce que j'avais expliqué à l'époque, dans un autre cours, qu'en fait, Yaakov, il devait être un tzaddik et Esav devait être un tzaddik. Et Yaakov, il devait épouser Rachel et Esav, il devait épouser Léa. Mais quand Yaakov a renoncé, quand Esav a renoncé à la spiritualité, du coup, Yaakov, il s'est retrouvé avec le rôle de Esav. Parce que Yaakov, il devait aller prélever les étincelles divines qu'il y a dans la spiritualité, et Esav, il devait aller chercher les étincelles divines qu'il y a dans la matérialité.
Donc quand on dit que Esav était un chasseur, d'après le Zohar, ça veut dire qu'il savait chasser les étincelles divines. Comme toi, tu dois être sadique dans le travail, et l'autre, il doit être sadique à la yeshiva. Mais les deux ont un rôle à jouer. Maintenant, quand Esav a renoncé à la spiritualité, puisqu'il a choisi la matérialité, du coup, Yaakov s'est retrouvé avec le rôle de Esav. Comme il se retrouve avec le rôle de Esav, il a fallu aussi qu'il ait les moyens de Esav. Et aussi la bracha de Esav. Et aussi la Bechora, le droit d'aînesse. D'accord? Parce qu'il est devenu en même temps l'aîné et le cadet. Et aussi qu'il épouse la femme de Esav. Et qu'il ait les enfants de Esav. Vous me suivez ou... Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça, je l'ai entendu, le Rav Lemay, il a parlé un peu de ça, enfin il a ramené le pasouk, mais que quand c'est marqué là-bas, qu'il a demandé une bracha, il a demandé de le bénir, alors le Rav Haïm Akadosh, il dit que, si tu demandes une bénédiction à quelqu'un qui essaie de te tuer, selon le pshat, ou alors tu essaies de demander une bénédiction à ton Yetzerara, c'est bizarre, non? Alors il dit non, en vérité, il y a écrit là-bas qui im berartani. Berartani, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas demandé de le bénir, il lui a demandé de confirmer que la bracha qu'il avait obtenue de manière tordue, en fin de compte, elle était légitime. Vous me suivez? Ça veut dire que la faiblesse d'un homme, en fin de compte, c'est sa culpabilité. Et comme Yaakov, il avait la culpabilité d'avoir épousé 2 sœurs, d'accord? Donc, le Satan, il l'a tapé à la hauteur de la cuisse. C'est pour ça que les bénis Israël, souvent, craquent à cause de la cuisse, plutôt que l'aile. Parce qu'il y a l'aile et... C'est pour ça que Bilam, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à maudire les bénis Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Balak, envoie les filles de Midian. Il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord? C'est pareil. Ils ont essayé d'envoyer des armées, ils ont essayé d'envoyer des massacres, ils ont envoyé de tuer. Ils n'arrivent pas à détruire leur âme Israël. Mais ils envoient des filles, ça marche. Ça s'appelle l'assimilation. Une fois, un monsieur qui avait passé la Shoah, il m'a dit, continuez à jouer votre rôle, parce que nous, on a vécu la Shoah noire, mais vous luttez contre la Shoah rose. La personne l'épouse la Goya, et après ses enfants, ils sont plus juifs. Sauf Baruch Hashem dans une bonne conversion. Mais sinon, c'est quand tu vois des communautés. Moi, j'avais une fois été dans une communauté en province, et j'aime bien demander un peu l'historique. Et tout ça. Il me dit, oui, c'est une communauté ashkénaze à l'origine. Je dis, ah bon, oui, sont les ashkénazim. Dilution homéopathique. D'accord? C'est qu'en 62, c'est pas pour rien qu'ils sont arrivés, les Juifs d'Afrique du Nord. Parce que sinon, il n'y aurait plus de Juifs en France. Il y aurait le théâtre du Yiddish, la commémoration du Gefilte Fish, mais le judaïsme, il était parti, disparu, dilué. Ouais, ils sont venus avec les accents forts, et la Dafina et la Pkaïla, ils ont redonné du sang neuf. Hop, ça redémarre. T'as compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que la faiblesse de Yaakov, elle est au niveau de la cuisse. C'est pour ça que le Satan, il a tapé à cet endroit-là. Ouais. Et dans chaque génération, la personne doit se poser la question. Oui, mais si c'est une vraie histoire d'amour, d'accord? Et si c'est vraiment, je sens que c'est mon âme sœur, ok, mais c'est vrai qu'au niveau individuel, je continue le cours. Donc c'est vrai qu'au niveau individuel, je peux être tenté parce que je dis, écoute, elle est vraiment extraordinaire. C'est la femme de ma vie. Il n'y a pas d'équivalent dans la communauté. Ok, mais le problème, c'est que tu es en même temps une chaîne et un maillon. Donc tu es un maillon parce que tu as ta vie, mais tu es en même temps une chaîne. Et quand vous voulez casser une chaîne, vous n'êtes pas obligé de casser tous les maillons. Il suffit de casser un maillon. Donc tu as aussi une responsabilité par rapport à la suite. Donc ça fait 180 générations que les gens ils se battent pour maintenir le peuple d'Israël. Et toi tu dis, après moi le déluge, j'ai une autre vision personnelle du souci. Mais tu n'as pas compris. Quand tu te coupes du Ham Israël, parce que ça te prend la tête, parce que tu n'es pas communautaire, tu es citoyen du monde, mais tu te coupes aussi de la destinée d'Israël. Tu te coupes aussi du côté de la relation privilégiée que Israël avec Hachem. Tu sors des Hanan et Kavod, tu sors des nuits de protection. Tu es dans un autre domaine, tu es dans un autre calcul, tu es dans une autre vie. Après tu dis, mais je m'en fous. Fais attention, parce que en général,
c'est quand on s'éloigne et qu'on a du mérite que les claques, elles sont plus fortes. Alors que si quelqu'un il est malin, il dit écoute, ok, il y a des sentiments, ok, il s'est passé quelque chose, ok, c'est très fort. Mais je réfléchis, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il me mette le Yetzirah au bout de l'hameçon pour que je morde? Et bien, il m'aurait mis ça. Mais encore une fois, ça, je peux le faire. Je peux le savoir que si j'ai assez de recul pour dire qui je suis. Et quand je connais mes manques, je sais ce qu'il faudrait pour les combler. Mais si je ne connais pas mes manques, donc quand elle va venir la situation, l'opportunité, que ça soit une dame, une jeune fille, ou que ça soit de l'argent, ou que ça soit de la drogue, ou que ça soit n'importe quoi, quand elle va venir l'opportunité, si je n'ai pas la clairvoyance de voir qu'à cet instant précis, elle vient combler exactement le manque que j'ai généré, justement, en ne m'occupant pas de combler mes manques. Vous me suivez ou non? Donc je vais trouver un côté homogène, extraordinaire à mon épreuve, alors qu'en vérité, elle ne fait que définir mes manques. La preuve, c'est qu'après, si je suis mieux dans ma peau, ou si je parle un quart d'heure avec quelqu'un, d'un seul coup, le gars, il prend conscience, il dit « Ouais, vous avez raison, Rav. Je ne comprends pas, tu es en train de foutre ta vie en l'air pour un quart d'heure. » Ah, je ne sais pas si vous me suivez. Des fois, tu te dis « Mais t'es passé près, là. T'es passé de 1 centimètre du ravin. Ou à 1 mètre du ravin. D'accord? Donc c'est juste. Alors, c'est pas normal que tu dois dans une situation de fragilité qui est conséquente de ta non-préparation. On ne peut pas faire ça. Ouais, tu ne peux pas dire j'ai rien. Tu as quelque chose. J'ai pas rien. Ouais, tu ne peux pas dire mon couple, il n'y a rien. Et si, dès qu'il y a un accident, tac, tout est remis en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est ça que je vous avais dit à l'époque. Il faut que jamais que tu sois dans une situation où tu n'as rien à perdre. Excusez-moi, vous terminez la phrase dans une situation de... Où tu n'as rien à perdre. Tu sais, les gens te disent, tu sais quoi, je vais me suicider, j'ai rien à perdre. Mais tu as la vie à perdre. T'as toi. Après tu dis mon couple, je m'en fous. Mais tu as un couple. Donc si tu n'as rien à perdre, c'est qu'il n'y a pas de couple. Monsieur, non. Si tu dis moi, cet enfant, j'ai rien à perdre. Mais non, c'est un enfant. Ouais, mais il m'a déçu, il m'a truqué, il m'a pourri, il m'a truqué. Mais donc, tu n'as pas construit. Mais si tu avais construit de quoi à perdre, quand il serait venu l'épreuve, tu aurais dit, je peux pas, parce que j'ai quelque chose à perdre. Donc, en fait, tout le challenge, c'est de créer le plus rapidement possible quelque chose à perdre. Donc, quand tu construis ta valorisation personnelle, ta simcha, ta joie, ta connaissance de toi, ta maîtrise, le bonheur de la vie, la relation positive avec Hachem, quand le Satan y vient, tu dis, je peux pas, j'ai quelque chose à perdre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire, lui. Il te castre mentalement, il te détruit, il t'embrouille, il te casse moralement, il te casse spirituellement, il te casse psychologiquement. Et après, il vient et tu dis, bah, si tu veux, il y a la drogue, il y a le mensonge, il y a le vol, il y a l'embrouille, il y a la prison. Vas-y. Mais de toute façon, j'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai rien à perdre. Mais c'est ça ton problème. C'est que tu n'as rien à perdre. Donc, vous avez compris l'idée? C'est que toi, en fait, on est dans une course. Maintenant, tu vas dire, donc, quand on a réglé le problème, parce qu'on a quelque chose à perdre, c'est bon, on a réglé. Ben non, parce qu'en plus, il faut que quelque chose à perdre, il évolue. Parce qu'il y a les anciens francs, les nouveaux francs, après, il y a les euros, comme si vous, après, il y a les valeurs sûres, après, il y a l'or, après, il y a les diamants. Ouais, et tu es tout le temps en train de convertir tes valeurs pour être sûr qu'elles restent à la hauteur de ce que tu fais. Ben, au début du mariage, on vivait bien avec 2000 francs. Maintenant, il faut 10 000 euros. Tu dis, mais je vais mourir. Ben, c'est pas grave, puisque de toute façon, conscient du besoin, tu trouves les moyens de le combler. Donc ça se passe. D'accord, après il faudra payer un mariage. Attends, mais il paraît que c'est payant. Bah oui, c'est payant. Puis l'autre belle famille, c'est des fous. Ils veulent la teuf. J'ai un ami à moi qui est dans une ville de province et qui travaille au consistoire et qui s'occupe aussi malheureusement des guillotines. Il m'a dit, rien, on a battu le record mondial. Je dis, ah bon? Il m'a dit, des gens, ils se sont mariés à Marrakech il y a 4 jours. Et 4 jours après, ils sont venus pour demander le guet. Maintenant, je vous signale que les mariages à Marrakech, c'est pas dans le préau de l'école Lubavitch. On fait c'est-à-dire, il n'y a pas de serviette sur la table. Il y a des billets de 500 pour se moucher. Et après, tout ça, ça part en sucette. Sur quoi? Alors tu vas dire, ouais, c'est la Inara, parce que ça manquait de discrétion. Peut-être on continue le cinéma. Tu fais le cinéma dans la rencontre, après le cinéma dans les copains, après le cinéma pour gagner l'argent, après le cinéma du mariage, et après le cinéma du divorce. C'est une saga, en fait. Tu vas la retrouver bientôt sur Netflix, d'accord?
Mais c'est ça l'idée. Mais toi, tu réfléchis maintenant. Moi, je parle pas maintenant d'eux, de pas eux. Je m'en fous. Je connais même pas les circonstances. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quel niveau de fragilité tu peux avoir pour être embarqué dans une histoire tellement lourde. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que ce qui impressionne, oh, tu sais combien il a gagné sur cette affaire, mais tu sais ce qu'ils font, truc, tu as vu leur maison, tu as vu le... Méfie-toi, parce que les décors de cinéma sont toujours magnifiques. Mais si toi, tu as une bracha, ce qu'on appelle la normalité, d'accord? Tu as une maison, tu as où dormir. Le frigo, il est plein. Tes parents, ils sont en bonne santé. Tes enfants, ils sont équilibrés. Ta femme, elle t'aime. Pas pour ton compte en banque. Ouais. Toi, tu l'aimes pour autre chose que pour ses qualités morales. Donc, mais vous êtes des bienheureux. Vous êtes des miraculés de la société de consommation. Vous êtes le bonheur. Vous êtes the couple. D'accord? Voilà. Donc, mais ça, malheureusement, on n'en prend pas conscience. Pourquoi? Parce que on a la tête dans l'illusion, dans la superficialité, dans le gars qui est mal habillé qui rentre, tu lui dis bon, le gars qui est bien habillé, qui a mis Shabbat, il est venu avec la Mercedes ou avec la Maserati, tu te lèves, tu lui dis bon, vous voulez un livre, vous voulez... Pourquoi tu le fais cabote à celui-là et à l'autre tu le jettes? Pourquoi il est moins celui-là? Tu dis c'est la pression sociale. Qu'est-ce que je te dis? Il a donné 150 000 euros pour acheter la Neila. D'accord, mais dans les 150 000 euros, il y a 149 000 euros qui sont volés. Alors, est-ce que c'est vraiment la Neila, c'est les portes du pénitencier? Qu'est-ce qu'il a acheté exactement? D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est quoi? C'est que toi, tu dois faire ce travail, encore une fois, en temps réel. De pas seulement que tu as atteint un niveau, que tu as quelque chose à perdre, mais aussi que tu vas faire l'effort de faire des mises à jour de ta valorisation. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tu dois faire une mise à jour de ton couple. Allez, viens, on se fait un voyage, viens, on fait un kiff, viens, on repart, viens, on évolue au niveau du dialogue, au niveau de l'intimité, on fait évoluer notre produit. Donc on a encore plus à perdre. Ouais, et la relation avec l'enfant, tu fais encore évoluer. Et dans ta relation avec Hachem, tu fais évoluer. Tu améliores ta prière, tu fixes des moments pour l'étude, tu améliores ta pudeur, tu affines ton Shabbat, tu fais un Teilim par jour, je sais pas, tu fais des halachot lashon. Qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Tu fais de la mise à jour. Donc ton produit est évolutif. Donc quand le Satan il va te dire ouais mais c'est plus ce que c'était, finalement tu t'es enterré dans une routine, puis les choses n'ont plus de goût, les choses n'ont pas de sens, mais c'est toi qui as fait ça. Je me suis vu ou non? Parce que chacun est de son côté. Tu dis bon je m'approche, ouais mais si elle me jette. Et elle dit ah de toute façon je suis fatigué, et s'il s'approche qu'est-ce que je fais? Ouais, et les deux ils restent dans le lit comme ça, comme des brels. Ça s'appelle les papillons, ça veut dire les deux ils sont dos à dos comme ça. Mais non, tu dors face à face. Tu mets c'est pas évident, ils ronflent. Oh, toi aussi, tu sens mauvais de la bouche. Mais bon. Quelle vision idyllique. D'accord. Ah, mais moi. Ils la font sur l'ordinateur, la mise à jour. Alors pourquoi ne pas la faire, non? Vous l'avez enlevé de la bouche. Non, c'est vrai, j'ai donné cet exemple. Bah après les bêtises que je dis. Non, il n'y a jamais de bêtises, Rachel. Non, peut-être c'est ma façon de répondre qui donne l'impression, mais c'est parce que je suis concentré en un seul mot. Ça s'appelle se remettre en cause. C'est bien, Baruch Hashem. C'est que la mise à jour du couple. Quand vous faites la mise à jour du téléphone. Vous recevez un message, mise à jour disponible. Tu dis, j'ai pas envie, j'aime bien mon téléphone comme il est. Mise à jour. Pareil. Ta femme, elle te dit, il faut faire une mise à jour. Ah bon? Où est-ce qu'on part? Ah, c'est bon, où est-ce qu'on part? Mise à jour. Ton fils te dit mise à jour. Tu dis, mais c'est moi, ça va, il est dans une bonne école. Attention. Aujourd'hui, il te convoque dans sa chambre. Il dit, papa, je veux te parler. Après, il te convoque au commissariat. Après, il te convoque à l'hôpital. Je sais que c'est pire. Je sais que c'est horrible. Vous allez dire, mais il dit n'importe quoi. Eh bien, je suis bien, je suis content comme ça. Comme ça, vous dites tellement que je dis n'importe quoi que vous allez anticiper pour que ça n'arrive jamais. Parce que moi, les mecs qui m'appellent, ils ne m'appellent pas pour me dire, Mazal Tov, la petite, elle est née. Il m'a dit, je suis au commissariat, il a trouvé 6 grammes de coke. Je dis, mais quel âge il a? 9 ans. L'autre, elle a 16 ans, elle est enceinte de son père. Tu peux cracher par terre, hein, ça change rien. Laura, allez voir, il y a un site qui s'appelle lauralenou.com, vous allez voir là-bas, tout est marqué, d'accord? Elle croit qu'il n'y a pas de ce site-là. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, calmez-vous, restez calme. L'idée, c'est qu'on parle du pire
mais on vit le meilleur. Mais quand on est dans le déni du pire, on peut vivre le pire. Et c'est ça le pire. Monsieur ou non? Donc on fait attention, c'est notre maison, c'est notre maison. D'accord? Donc on fait attention, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se truc, comment chaque enfant il a sa place. Dès qu'il y a un signal d'alarme, qui truc, on sent une odeur bizarre dans les toilettes, genre tige de cerise. On intervient. On ne dit pas, ah tiens, le petit fait de l'encens. Non. On intervient tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a rencontré? Comment ça se passe? D'accord? L'autre, c'est pareil. Elle veut se faire épiler. Tu dis, bah, quand chérie, t'as 6 ans et demi. D'accord? Donc, tu vois, si tu réagis, tu fais quelque chose. D'accord? Tu parles avec la personne. Sinon, je te dis, sinon, tu vas voir. Tu vois que le téléphone, il va sonner. Donc, la conscience des choses, c'est pas grave. Encore une fois, l'autre, il est choqué par un film. D'accord? Toi, tu es choqué par une idée. Mais c'est pas grave, puisque c'est un garde-fou. C'est comme quand tu mets de la cigarette dessus. Ou tu mets des photos de poumons dégueulasses. Et toi, tu rigoles parce que tu fumes pas. C'est pas que tu fumes et tu fais attention parce que sur le paquet, il y a un poumon noir. Tu fumes pas. Waouh, t'as réglé le problème. Ouais, tu vois un couple qui s'engueule au restaurant, tu regardes ta femme, tu dis, mais je t'adore. Tu les vois se 37 déchirés. C'est quand la dernière fois? Je sais pas, c'était avant qu'on se rencontre. Ouais, t'as raison. D'accord? Donc tu sais que t'as travaillé, t'as fait ce qu'il fallait. C'est bien. Donc tu vois, c'est comme le ravin. Le ravin, il n'est pas fait pour que tu tombes dedans. Il est fait pour que tu t'en écartes. Mais tu peux pas t'écarter d'un ravin que tu sais pas qu'il existe. C'est pas grave de savoir. D'accord? Ce qu'il faut, c'est pas arriver dans une situation où tu es obligé de savoir parce que malheureusement, tu es tombé dedans. Alors, tu dis non, je sais ça. Je sais ça, c'est horrible. Et ça, c'est bien, mais c'est trop pour moi. Je sais, chacun il sait. C'est comme ça que tu arrives à rouler au milieu de la route. Parce que là, il y a la falaise. Et tu dis, mais c'est falaise, donc c'est phonétiquement, c'est balèze, d'accord? Et de l'autre côté, il y a le ravin. Tu dis, Chazvé Shalom, lo alinu simsilenu. Mais c'est le ravin et la falaise qui te permettent de rouler au milieu. Donc les extrêmes, c'est fait pour que tu saches trouver le milieu. Mais si tu vas dire non, moi j'ai pas besoin de ça, et bien bizarrement, tu n'es tellement pas à la recherche de l'extrême que tu te retrouves à l'extrême. Soi-disant, parce que tu pensais être dans le bon milieu. Donc c'est pour ça que le pasouk, il est, en fin de compte, il donne le process. Vayevater Yaakov Levado. On a dit, Yaakov s'est retrouvé seul. On a dit seul, c'est quoi? C'est sans Hachem. Quand il est sans Hachem, parce qu'il est devant l'épreuve. Maintenant, c'est vrai qu'Hachem, il est avec toi avant l'épreuve. Et Hachem, il est avec toi après l'épreuve. Et il est même encore plus avec toi après l'épreuve. Ouais. Mais au moment de l'épreuve, il te quitte. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il a dit le Beth Yaakov, le Hakedat Yitzhak, que quand Hachem te quitte, il te reste ta connaissance de la Torah et ta crainte de Dieu. Et là, est-ce que tu vas catalyser ou tu ne vas pas catalyser? Pareil, quand tu as l'examen, il y a ce que tu as appris à l'école et ta maturité. On va voir qu'est-ce que tu vas faire. Quand tu es dans un conflit avec ta femme, il te reste combien tu l'aimes et combien tu veux réussir. C'est tout. Tout le reste, c'est de la culture. Maintenant, tu te bats et tu confirmes que tu l'aimes, ouais, et tu vas réussir, ou non. Tu remets en cause, je crois que je ne l'ai jamais aimé, donc tu vois, tu n'es pas venu avec l'amour. Comme si non. C'est pareil, tu veux faire le business, tu sors les 50 000. Après, tu dis, j'aimerais bien, je vous entends parler, vous faites des gros business là. Oui, mais il y a une mise de départ, c'est 50 000. 50 000, quand j'ai un CCP avec 14,44 €, est-ce qu'au prorata, je peux faire quelque chose? Oui, tu peux rester dehors. Des fois, les gens ils te parlent de business avec des bénéfices incroyables. Tu dis, mais je peux pas faire un truc. Tu dis, mise de départ, 1 million d'euros. J'entends des trucs des fois, ça donne envie. Hein. Le mec, il achète 244 appartements en Israël, sur un projet. Ça va être l'appartement, il revient à 300 000 shekels. Tu dis, attends, 300 000 shekels, c'est rien. Ouais, c'est vrai, c'est rien. Mais il faut que tu mettes 17 millions de shekels là, sur la table, pour les 10%. Mais je ne les ai pas. Bon, tu fais ton prêt, tu payes, tu fais continuer à payer ton HLM. C'est pas grave. Chacun, il connaît sa place. Parce qu'il y a des fous.
Moi, j'ai un fils qui est dans l'immobilier, il me raconte, il me dit, papa, le mec, tu te rends compte, il a acheté 17 deux pièces dans un immeuble à 400 000 shekels, à Yerushalayim, en centre-ville. Maintenant, il les vend 2 millions, 2 millions 2, un par un. Mais tu dis, mais c'est des affaires de fou. Et c'est des affaires de fou. Mais il faut les moyens et l'intelligence. Parce qu'il faut y aller, là, pour mettre... Et si ça se plante, et si le câblage n'y finit pas, et si le khalababa, et si c'est une embrouille, c'est un escroc, c'est comme ça. D'accord? Eh ben, c'est exactement pareil. Toi, maintenant, tu es en conflit avec quelqu'un. Tu dis, oui, mais attends, qui a dit que j'ai tort? Et pourquoi c'est à moi de me remettre en cause? Bah, tu flambes ton orgueil, tu flambes ta lourdeur, tu flambes ta peur, et tu vas. Et bah, tu sauves ton couple. Ou tu dis non. Tu dis, moi, je suis économe, je suis sobre, je ne vais pas gaspiller mon énergie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et maintenant qu'elle est partie, que tu deviens intelligent, tu dis où je trouverai l'équivalent. Donc toute la vie, c'est une prise de risque où tu vas pousser tes limites, tu vas pousser tes lignes pour arriver à un certain résultat. Et c'est pareil, et ben tu rentres dans la chambre et tu parles avec l'enfant. Tu dis, c'est pas à moi de le faire, mon père il m'a jamais parlé, ok, mais toi-même tu as fait 2 dépressions. Donc tu rentres et tu dis, je te parle, je vais te parler. Ils me disent, ils m'appellent, écoute, monsieur Truc, comment il s'est conduit, c'est normal, depuis qu'on les aide plus tous les mois, ils ne veulent plus m'amener les petits-enfants, qu'est-ce que je dois faire? Ah mais c'est choquant, Je dis, bah, tu vas, tu lui parles, tu prends un rendez-vous, vous asseyez les 4, et vous parlez. Vous dites, écoute, parce que je ne veux pas te donner d'argent, parce que, alors tu ne veux plus m'amener les enfants, c'est quoi, tu fais du chantage? C'est quoi, on est en Colombie ici maintenant, on enlève les enfants pour avoir de l'argent? Non, on va s'asseoir, on va dire, écoute, nous on t'aime, on t'a aidé, on t'a marié. Ok, tu es marié avec un profiteur, mais ça reste quand même qu'on reste une famille. Alors viens, on retrouve des choses logiques. Mais si tu laisses entériner, toi tu restes dans la haine, et l'autre dans l'entêtement, l'autre dans le bras de fer, et toi dans l'orgueil, ça va s'entériner, ça va s'installer, le ciment il va sécher, et après quand tu vas dire, je voudrais parler, à qui tu parles? À un mur. Il faut traiter quand le problème il est frais. Ah, tu dis, oui, mais alors ça veut dire quoi? Il faut que je me remette en cause. Alors, je ne comprends pas, je suis victime, en plus, c'est moi qui dois me battre. Ben oui, parce que c'est le plus adulte des deux qui assume, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Tu dis, alors pourquoi? Alors, donc l'autre, il a tort, et en plus, il a les avantages, il n'est pas obligé de se remettre en cause. Parce que c'est ta remise en cause d'adulte qui va l'encourager à dire, ok, je crois que j'ai été trop loin en tant qu'enfant. C'est la vie, c'est comme ça. Ça s'appelle des systèmes de compensatoires. Un il compense. Et c'est pas toujours ce qu'on pense, et c'est pas toujours celui qui pense qu'il le... Bon, d'accord? Donc c'est ça l'idée. Donc après c'est un équilibre. D'accord? Donc c'est marqué Vaïvater Yaakov Levado, vous avez compris, Vaïa avec Ishimo, il s'est battu avec un homme, on a compris maintenant qu'il s'est battu avec lui-même, Adalot Hashacha, jusqu'au lever du jour. Alors au niveau individuel, ben, ça s'appelle qu'un homme il doit se battre dans la nuit du problème jusqu'à l'aube de la solution. Et au niveau du peuple d'Israël, c'est qu'on se bat dans l'obscurité de la galoute jusqu'à Mashiach qui va être le lever du jour. Puisque la Gemara, elle compare la venue du Mashiach au lever du jour. Hazak Baruch. Ça va, c'était pas le même cours. Pas du tout.